fondé Graines de Pain Colonnaire. Alors, quelle est votre fonction? Alors ma fonction est membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté. Comment se passent justement vos fonctions? Quelles demandes, quelles attentes, quelles réponses justement pour ces femmes de citoyenneté? Alors la citoyenneté, parce que dans l'accord de Nouméa que nos dirigeants politiques ont signé avec l'État français et les partis loyalistes, il nous est demandé de construire la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie avec des signes identitaires placés aux côtés des signes de la République, à savoir le drapeau. Donc nous avons fait ce travail et fait un concours pour trouver un hymne, une devise, des nouveaux motifs sur les billets de banque. Voilà. Que raconte votre livre Graines de Pain Colonnaire? Alors, Graines de Pain Colonnaire, comme mon premier roman L'Épave et mes nouvelles, racontent des histoires de femmes à un moment donné de leur vie où elles se rencontrent dans un hôpital parce qu'elles sont malades du cancer et elles vivent cette forte expérience donc de la maladie et de la mort, mais elles ont une attitude bien à elles, avec beaucoup de dignité, beaucoup de force intérieure, de l'humour aussi, pour faire comprendre qu'en fait la mort fait partie de la vie et elle est tout le temps là et comme dit Montaigne, philosopher c'est apprendre à mourir. Alors, qui elle? Qui est cette héroïne? Alors, elles sont plusieurs. Il y a Estella qui est en recherche identitaire parce qu'elle a été adoptée depuis petite et depuis petite elle se demande qui elle est vraiment. Il y a Marie-Josée qui est partie du pays pour faire ses études à Paris à l'époque de mai 68 et qui a été emportée donc, par le courant de mai 68 et qui n'est jamais rentrée chez elle. Elle considérait que c'était une colonie et elle écrivait donc, avec une troisième héroïne donc, du roman, Juanita, pour lui dire que à partir de mai 68, plus rien ne sera jamais comme avant là-bas au pays. Et parce que mai 68 annonçait en fait le mouvement indépendantiste qui naîtra justement des anciens étudiants qui ont fait mai 68 ici. Vous diriez que vous avez une écriture très philosophique, très fluide? J'ai une écriture militante, très engagée. Alfred Alexandre, les villes assassinées, c'est ça? Les villes assassines, absolument, oui. Ah d'accord, donc il n'y a pas d'assassinés. Très bien. Alors vous avez eu, ce que je vois, une préface de Raphaël Confiant, où c'est Raphaël Confiant qui a donné sa propre critique pour dire que c'est un roman incandescent. Absolument. Raphaël Confiant a lu le manuscrit, car je crois que c'est un ami de l'éditeur. Et quand il a eu le manuscrit en main, je crois qu'il a fait un papier où il a donné son point de vue. Il a estimé que c'était un roman incandescent à tous les sens du terme. C'est une trilogie qui part du roman Bord-Canal pour arriver à ces villes assassines? Absolument. C'est une trilogie dont les villes assassines est le dernier volet. Le premier volet est Bord-de-Canal, le deuxième La Nuit caribéenne, une pièce de théâtre qui a été créée à Fort-de-France, qui a été jouée à Dakar dans le cadre du Festival mondial des Arts Nègres en 2010. Et puis le dernier volet, c'est les villes assassines. Donc 3 lieux de la ville, le bord du canal, le bord de mer avec la nuit caribéenne, et puis le quartier de Sainte-Thérèse avec ses villes assassines. Alors il y a un fragment humanitaire cassé, un refus de mourir. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, je me souviens de cette phrase de Spinoza, le philosophe, qui dans son éthique dit que la sagesse est une méditation de la vie et pas de la mort. Et donc ce qui m'intéresse finalement, c'est cette capacité qu'ont les êtres humains dans des situations particulièrement difficiles, à résister, à vouloir réinventer de l'amour, de la liberté, de l'innocence. Au-delà de la confession d'Evan, son testament, déjà aussi vite un testament, pourquoi? Parce que
Les villes assassines, comme la plupart de mes textes, on pourrait dire de tous mes textes, est construit comme une tragédie. Donc ce qui intéresse d'une certaine façon, puisqu'on sait que ça finira mal pour les personnages, c'est une tragédie. Ce qui intéresse d'une certaine façon, c'est quels sont les ressorts de ce tragique. Comment est-ce que le destin, comment est-ce que la ville, comment est-ce que le milieu broie les individus et les empêche finalement d'atteindre leur innocence et leur liberté. Cette fureur des quartiers perdus de France, je pensais qu'au bout d'un moment, nous nous étions retrouvés dans ces quartiers, visiblement non, dans ces villes assassines. Ben, nous avons dans nos territoires caribéens des formes d'exclusion, de fracture du territoire que j'essaie de restituer donc à travers la littérature. Les villes assassines est construit donc autour de quatre rues, une avenue et 3 rues, qui quadrillent les personnages, qui les enferment comme dans une prison. Et c'est donc l'allégorie du contrôle social qui s'exerce sur les individus par des groupes sociaux qui, en contrepartie, ressassent sans cesse un discours de liberté, de libération, alors que justement, elles s'emploient à emprisonner une partie des populations. Ce qui est intéressant sur la couverture de ce livre, c'est qu'on a un immeuble un petit peu, enfin je dirais même forme ghettoisée, avec des tigers. Alors qu'est-ce que vous avez voulu démontrer avec l'image de ce quartier un petit peu insalubre ? Les villes assassines empruntent beaucoup aux nouvelles formes d'esthétique urbaine, le tag, le slam, le dancehall, le milieu des sound systems et les pratiques même d'écriture que je réactive ici sont empruntées à ces différents milieux. Donc l'éditeur a trouvé intéressant de donner une écriture visuelle, graphique, qui soit un peu l'équivalent de l'écriture que recèle le texte. Il y a plusieurs rues, la rue Fièvre et la rue Sans Retour. Oui. Y a-t-il une rue qui fait l'aller-retour? Eh bien c'est précisément la Grande Avenue, l'avenue Maurice Bishop. Et le thème de l'aller-retour est essentiel, que ce sont des individus qui sont en situation d'errance. Donc ils vont et ils viennent, mais finalement ils tournent en rond. Avenue Maurice Bishop, rue Sans Retour, rue Fièvre et rue Veille-aux-Morts. Donc les rues déjà, dans leur création poétique, leur nomination poétique, disent aussi quelque chose de cet enfermement. Merci beaucoup. Merci à vous. Alexandre Télim, Trempage créole, secret de famille. C'est votre premier roman, vous avez 28 ans. Quel est ce secret de famille? Le grand secret de famille, tout est dévoilé dans l'ouvrage. En fait, il s'agit de plusieurs secrets de famille, puisque je parle de 4 familles martiniquaises caractéristiques du pays. Il y en a une recomposée, une maison familiale, une famille plutôt aisée, une dernière campagnarde. Donc que je confronte dans des péripéties autour d'un trempage. Alors au-delà justement de ce secret de famille, il y a des rencontres. Quelles sont ces rencontres? Les rencontres qu'on peut y faire sont très variées. J'aime bien parler des tabous. Par exemple, j'ai un oncle qui rentre au pays avec sa compagne blanche métropolitaine, ou bien une fille de famille aisée qui se retrouve à sortir avec un gars de la cité. Donc j'aime bien un peu confronter les générations, les milieux, pour en faire quelque chose de drôle. À travers cette couverture que je vois de vert, qui représente quoi comme feuillage des Antilles? Il s'agit d'une feuille de banane qui est caractéristique du trempage, puisqu'il s'agit d'une farce à mélanger à du pain qu'on étale sur une feuille de banane et qu'on mange avec les doigts. Pour moi, c'était une bonne image pour représenter la mixité du pays, le fait que des communautés se retrouvent à partager un même territoire. Comment vous vous sentez après avoir mis, parce qu'on dit que c'est une gestation, après avoir terminé les dernières pages, le dernier souffle, comment vous vous êtes senti? Je me suis senti bien, mission accomplie. Au départ, j'étais parti pour juste faire une nouvelle de 10 pages qui resterait dans les placards. Finalement, j'ai eu de la suite dans les idées. Je me suis inspiré de mon entourage, de mes amis. Et donc ensuite, j'ai pu poursuivre l'histoire. Et finalement, je me suis dit que ça pouvait en faire un bon roman. Et j'ai forcé les portes pour y arriver et le publier. Donc je suis tout à fait satisfait. La jeunesse antillaise arrive avec une écriture un petit peu plus légère et moins engagée quand même pour ce premier roman. Je l'ai voulu moins engagé, plus légère, plus abordable pour les autres, puisque quand même dans mon bouquin le message c'est de s'affirmer en tant qu'antillais, mais aussi de s'ouvrir aux autres, que les autres s'intéressent à nous et ils doivent d'une certaine façon s'y retrouver, réaliser que nous ne sommes pas si différents d'eux. Et donc pour moi c'est le message à faire passer dans cet ouvrage.
Merci à vous. Pédagogie, Blaise Simetti, Tinico, ma tactique gagnante. Alors on en est au numéro 3 de Tinico. Tout à fait, c'est bien ça, numéro 3. L'aventure continue. Ah, elle continue, mais par contre elle est gagnante cette fois-ci. Hein. Toujours gagnant, toujours gagnant. Alors c'est quoi là, cette tactique? La tactique, c'est... Enfin, l'histoire commence comme ça, c'est Tinico, donc il est en vacances en Guadeloupe. Et puis il comprend que les vacances, on est là un petit peu pour se faire plaisir, à savoir dépenser, voire acheter. Mais le problème, c'est que lui, c'est un enfant, donc il a pas d'argent, voilà, sauf ceux que veulent bien lui donner ses parents. Et il se pose il a une problématique, c'est que son cousin, par exemple, il va chez son cousin lors de l'anniversaire, et son cousin, il s'aperçoit qu'il a plein de jupes, plein de jouets. Donc lui, il se demande, mais comment c'est possible que mon cousin, il ait plein de jouets et moi, j'en ai beaucoup moins. Et il comprend au fur et à mesure de l'histoire que ce qui permet d'acquérir des choses, c'est tout simplement l'argent, voilà. Donc il va d'abord demander de l'argent à ses parents. Il va s'apercevoir que c'est pas si simple que ça parce que les parents sont un petit peu économes et l'argent, faut pas le dépenser n'importe comment. Donc lui, il va essayer de trouver une tactique gagnante justement pour pouvoir se procurer de l'argent et ensuite acheter tout simplement le jouet qu'il désire. Blaise, rappelons que vous faites le scénario de Tinico. Alors, comment est née l'idée de ce scénario? Parce que pour arriver au numéro 3, et puis quel âge a Tinico aujourd'hui? Alors Tinico, il a toujours 8 ans, parce que je pense que, en tant que père de famille, j'ai 8 ans, pour moi c'est l'âge idéal où l'enfant commence à découvrir des choses. Donc si je le fais grandir, par rapport à mon histoire, il sera plus crédible. Donc je le laisse 8 ans, c'est parfait pour moi. Alors comment est venue une idée? Je dirais que c'est dans mon quotidien, je suis père de famille, j'observe beaucoup les enfants. Et puis je vois que la relation, notamment avec l'argent des enfants de nos jours, est complètement différente par rapport à celle que j'avais moi. Donc ça m'inspire en me disant, dans mon enfance ça se passait comme ça, et aujourd'hui c'est un petit peu différent. Donc le thème, je pense que le thème est intéressant pour les gamins d'aujourd'hui. Blaise, la famille est nombreuse, hein? Alors oui. Il y a la grand-mère, il y a maman Angèle, papa Michel, alors mais c'est quoi cette... C'est une famille antillaise, donc on y met tout le monde, on y met les parents déjà, et puis le grand-mère et voir le grand-père. Mais c'est parce que j'aime aussi raconter mes histoires sur 3 générations, parce que sur 3 générations, les avis, les comportements sont complètement différents. Donc par exemple, si je prends chez ma grand-mère, qui était extrêmement économe, un sou c'était un sou. Et puis on monte sur la génération de mes parents, qui dépensaient un petit peu plus, mais il fallait faire attention. Et puis par rapport à ma génération, là on dépense sans compter, et quelquefois on a des problèmes. Quand on commence la lecture, direction de la Guadeloupe, autrefois appelée Caruquera par les Indiens de la Caraïbe. Alors c'est quoi ce premier vol, Blaise? Dans mes histoires, j'aime bien rappeler un petit peu le côté historique. Donc c'est ce que je fais dès la première page. Ça permet aussi de situer rapidement où se trouve le personnage. Et puis je dirais que lire en apprenant, pour moi c'est l'idéal. Pour moi une bande dessinée c'est pas seulement un ouvrage qui fait plaisir, c'est aussi quelque chose où on peut faire découvrir ou faire apprendre aux enfants quelque chose. Il y a beaucoup de couleurs, c'est très flashy qu'on va montrer à l'écran, hein, Blaise, je vous laisse le soin de le faire. On va feuilleter puis racontez-nous quelques pages. Quelques pages. Allez, on y va. Le scénario se met en route, on tourne. Quelques pages, donc voilà, donc je vais montrer la première page, voilà, donc l'arrivée se fait en Guadeloupe avec le ciel très bleu et la mer, etc. Donc, pour ceux qui connaissent, donc c'est l'aéroport de Rézé, voilà, on voit une petite image, je tourne la page. Donc Tinico il arrive, je dirais, chez son grand-père, dans la commune du Gosier, voilà, donc un petit coucou aux habitants du Gosier en Guadeloupe.
Voilà, donc l'histoire se passe comme ça. Là, c'est la Tati qui téléphone. Bon, je raconte pas toute l'histoire non plus, hein, mais c'est la Tati qui téléphone. Tinico, voilà, donc c'est la maman qui décroche. Bon, l'histoire continue. Et voilà, et Tinico, à ce moment-là, il va se faire inviter dans une soirée, voilà. Donc là, il est chez son petit cousin, voilà. Et là, il découvre que son petit cousin, il a plein de jouets. Et lui, il comprend pas trop. Alors, il se pose des questions. Est-ce que mon cousin est gentil? Est-ce qu'il travaille bien à l'école? Voilà, ça doit être une des raisons pourquoi il a tant de jouets. Et il s'aperçoit que non, le cousin, en fait, c'est un enfant terrible. Mais il a beaucoup de jouets. Voilà. Donc, voilà. Là, ça se passe dans une soirée dansante. Je reprends un petit peu l'ambiance. Non, voilà, je raconte pas tout. Voilà. Exactement. Voilà, découvrir la fin, voilà. La mise en page, les couleurs, c'est très 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 vivant. Merci. Pour moi, c'est important parce que c'est un ouvrage pour les enfants, donc les couleurs doivent être vives. Et surtout, je reprends pour moi les couleurs des Antilles. Voilà, il y a beaucoup de couleurs aux Antilles et je pense qu'il faut mettre ça en évidence. Merci. Alors bonjour, mon nom est Brice Aounou, je suis journaliste et anthropologue. Je suis au Salon du Livre parce que je viens voir déjà les bouquins. Et plus précisément, je suis sur le stand de l'année des Outre-mer parce qu'en fait, je suis le responsable d'un programme de projection débat qui se déroulait au Musée de l'Homme, ou qui se tenait au Musée de l'Homme et qui se tient aujourd'hui à la Cité d'Histoire d'Immigration. Nous nous intéressons beaucoup à la question de l'autre et le sacré. Et exceptionnellement, nous avons décidé de croiser cette année la question du sacré aussi avec ce qui se passe sur les terres d'outre-mer, si je puis dire. Voilà, donc il y a un certain nombre de films documentaires, de films du réel que nous avons choisis, donc qui viennent de Guadeloupe, qui viennent de Martinique, qui viennent de Mayotte et autres, qui nous permettront de discuter de cette thématique de l'autre et le sacré. Voilà, donc il se trouve que sur le stand de l'année de l'outre-mer, on parle d'Édouard Glissant. Alors, Édouard Glissant, j'ai juste un regret. Je l'ai rencontré un jour et je lui ai proposé de faire une interview. Et il a commencé à me parler de sa peur de l'avion. J'ai trouvé ce sujet très formidable parce que voilà un homme qui est un écrivain, un homme de savoir et de culture et qui est appelé à aller aux quatre coins du monde, qui doit prendre l'avion et qui a commencé à me parler de la peur de l'avion. Donc j'ai envie de décortiquer avec lui pourquoi cette peur de l'avion. Il faut dire aussi que nous sommes entrés dans un monde contemporain où le monde a l'air d'être un peu moins sûr et que j'aurais dû aller le voir chez lui pour creuser un peu cette question avec lui. Parce que je pensais que ça pouvait être le début d'une histoire à raconter, comment un personnage aussi important et donc qui est tentaculaire, hein, qui parle bien sûr de colonisation, de ces multiples histoires du monde, peut avoir une espèce de crainte d'aller dans d'autres univers. Voilà, donc, et puis j'ai un peu laissé traîner parce que vous savez, dans ce métier de la presse, on s'intéresse à d'autres sujets, voilà, j'ai laissé passer et puis après ça sentait un peu décliné. Et je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir discuter de ce sujet avec lui, surtout qu'il m'a donné son numéro de téléphone à domicile et il m'a dit « passe quand tu veux pour qu'on en parle ». Voilà, donc, et je suis ravi d'entendre toute une série de témoignages à son sujet sur ce stand et sur cet espace des années d'outre-mer où on l'évoque. Alors, Édition Orphi, c'est une maison d'édition dont le siège social est à l'île de la Réunion et qui possède 6 agences en Guadeloupe, Martinique, Guyane. On travaille sur le secteur de Saint-Barth, Saint-Martin et on a une agence également à Mayotte, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Alors, on travaille essentiellement des produits touristiques, hein, tout ce qui est guide de randonnée, guide sur sur la balade, livres photos. On travaille aussi sur des livres sur des fleurs, la faune. Voilà, cuisine aussi. Cuisine, c'est plutôt notre cheval de bataille, puisque c'est là où on est le plus à l'aise. Et voilà, on fait du roman, on fait également à peu près tout ce qui se fait dans le domaine de l'édition. Comment va l'édition à La Réunion? Alors, l'édition se porte pas trop mal. Hein, je pense qu'il faut s'adapter. Nous, on a la chance de travailler sur un créneau qui est plutôt axé sur le tourisme. Donc, on renouvelle notre clientèle. Le guide, c'est un produit,
c'est un produit de consommation, hein, de la randonnée par exemple. La clientèle se renouvelle, donc on renouvelle les ventes. Après, le roman, effectivement, c'est un petit peu plus difficile à vendre. Mais dans l'ensemble, ça va. L'année des Outre-mer, ça change quelque chose pour vous qui êtes présent chaque année au Salon du Livre? Est-ce que ça a un impact plus important sur le côté historique? Non, j'en ai pas l'impression en tout cas. Là, c'est peut-être un peu tôt pour répondre, puisqu'il nous reste encore 3 jours de salon. Mais non, j'ai pas le sentiment que, en tout cas, si on veut parler en termes de vente de produits, j'ai pas le sentiment que ça nous a apporté un plus. Par contre, pour ce qui est de la représentativité, on est mieux placé. On nous a accordé un emplacement intéressant. Donc effectivement, on est peut-être mieux vu. Voilà, donc Jean-Louis Malherbe, éditeur, fondateur de Ibis Rouge Édition. Nous sommes ici présents pour la 17e année consécutive. Et cette année-ci, nous avons eu le plaisir de recevoir une 40aine d'auteurs. Nous avons des auteurs aussi bien d'essais, de romans, et des auteurs qui ont eu des prix, notamment le prix du marronnage qui était donné pour un livre qui s'appelle Eldorado. Donc on a beaucoup vendu au niveau de livres d'essais, de documents, mais nous avons aussi la chance d'avoir vendu des livres de nos auteurs romanciers qui sont présents, venant de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, mais également de Polynésie. Éric Robin, gérant de Epsilon Édition. Epsilon Édition, c'est une maison d'édition qui est située à l'île de la Réunion. On est à peu près 5-6 éditeurs à la Réunion, plus tous les éditeurs associatifs. Et on est venu au Salon du Livre invité par le ministère de l'Outre-mer. Alors ici, on est assez nombreux. Il y a des éditeurs donc de la Réunion, de l'océan Indien, donc Mayotte, des éditeurs aussi de l'océan Pacifique, des Caraïbes, etc. Et donc voilà, l'ambiance est assez bonne, on est très bien accueillis, le salon est très fréquenté, on a une variété de livres, particulièrement sur la Réunion, donc des livres jeunesse, beaucoup, très colorés, des livres de nature, des bandes dessinées, en français, en créole aussi. Et notre plaisir, c'est de faire découvrir cette production à un public nombreux qui est venu encourager notre travail. Bonsoir, Bruno Marie des éditions du Baobab. Donc voilà, nous sommes le seul éditeur de Mayotte. Donc un peu de tout dans le domaine de l'édition, essentiellement sur Mayotte. Des livres jeunesse, un peu de littérature, une bande dessinée qui vient de sortir sur la future départementalisation de Mayotte qui aura lieu dans quelques jours. Et nous sommes donc cette année mieux placés sur le Salon des Outre-mer. Avec le passage devant notre stand et voilà. Le carrefour littéraire se termine en direct au Salon du Livre à la Porte de Versailles, année des Outre-mer 2011. À bientôt.